Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à cette session consacrée à l'accès aux soins et au droit au séjour des étrangers en France, obstacles et tendances. Je remercie toute l'équipe de SIDAction qui a tout organisé malgré ce contexte difficile, en fait, cette convention. Et donc, je vais me présenter rapidement et puis je vais présenter les intervenants et ensuite, on va démarrer. Alors, donc, en fait, le droit au séjour pour soins, institué en 98 en France, c'est une loi dite loi Chevènement. En fait, à la suite des luttes contre l'expulsion des étrangers malades du sida, je ne sais pas si certains d'entre vous sont souvenus, en fait, de l'église Saint-Bernard à Paris et d'autres aussi, d'autres occasions où on était amené à expulser les étrangers bien que malades. Et donc, cette loi qui a été votée en 98 s'est progressivement remise en question et au fil de l'avancée justement des traitements dans les pays du Sud. C'est-à-dire qu'on a remarqué que justement, dès qu'un pays est doté des antirétroviraux, eh bien, au niveau de la France, on ne renouvelait plus justement les titres de séjour aux personnes, bien qu'ils sont sous traitement, sous prétexte dans le pays d'origine, il y a déjà des traitements. Et donc, ça a vraiment fait, euh, ça a été vraiment un combat pour toutes les associations de lutte contre le sida pour justement essayer de maintenir cette loi. Donc, je me présente rapidement. Je suis Albertine Pabingui. Je suis militante associative et aussi directrice de l'association Datiseni. C'est une association de lutte contre le VIH, les hépatites et autres maladies chroniques et aussi une association de médiation en santé pour les personnes vivant avec le VIH, pour l'accès aux soins et aux droits. Donc, en fait, c'est un sujet qui est très sensible et aussi essentiel dans la lutte contre le VIH. Et donc, je remercie vraiment SIDAction de m'avoir donné cette opportunité d'animer cette session parce que c'est vraiment un sujet qui fait partie de nos activités au quotidien. Donc, toutes les associations de lutte contre le sida travaillent justement pour l'accès aux soins et aux droits et le maintien des droits aussi des personnes vivant avec le VIH. Donc, ces questions vont être justement présentées et discutées par nos intervenants que je vais présenter. Donc, nous avons trois intervenants cet après-midi. Donc, je commence par Nicolas Clousser, qui est docteur en droit au Centre de recherche et d'études sur les droits fondamentaux de l'Université de Paris, Nanterre. Il a soutenu en 2021 une thèse portant sur l'accès au droit au séjour pour raisons médicales. Cette thèse, justement, visait à mettre en évidence les mécanismes juridiques permettant à l'État de contrôler le nombre de titres de séjour pour soins délivrés. Donc, cette recherche s'est déroulée au sein de l'association AIDE. Ça a duré 3 ans et la thèse a été soutenue financièrement par SIDAction. Nous avons aussi l'honneur, justement, d'avoir la présentation de Madame Vanina Rokitioli, qui est présidente du GISTI, qui est le groupe d'information et de soutien des immigrés, donc depuis 2016. Elle est avocate au barreau de Paris depuis 1995 et elle exerce principalement en droit des étrangers sur les questions de droit au séjour, notamment pour des raisons médicales, et donc aussi sur des questions d'accès aux préfectures et de nationalité. Notre troisième intervenante, c'est donc Delphine Franck, que je connais bien, qui est chargée d'appui technique et de plaidoyer droit à la santé au sein de la direction des opérations France, Médecins du Monde. Elle a une connaissance de longue date de la lutte contre le sida, puisqu'elle a travaillé dans les associations ARCAT, puis SIDAction. Avant, c'était Ensemble contre le sida, c'est SIDAction qui nous accueille aujourd'hui, où elle a été directrice des programmes associatifs France avant de rejoindre Médecins du Monde. Donc, sans plus tarder, je vais passer la parole à Nicolas, justement, qui va nous présenter justement les résultats de ces travaux. Bon, sachant qu'il a 20 minutes pour parler et puis 10 minutes justement pour des questions.
Alors, donc, juste une précision. Après chaque présentation, si vous avez des questions justement de précision ou de compréhension, vous pouvez la poser, sachant qu'il faut écrire en fait en bas de votre écran, voilà, en bas de votre écran à droite. Donc, voilà, vous allez écrire vos questions et ensuite, les questions seront, je vous lirai les questions. Je lirai les questions pour tout le monde. Par contre, s'il y a des sujets, enfin, des questions autour des discussions sur le thème, il faut attendre la fin des 3 interventions avant de parler parce qu'on n'a pas beaucoup de temps. Et si on se focalise sur une première présentation, on n'aura pas beaucoup de temps. C'est toujours frustrant, mais c'est la règle. Donc, voilà. Bon, mais donc, Nicolas Closter, vous avez la parole. Je vous remercie, Madame Pabingui, pour cette introduction. Et je remercie également Vincent Doris pour l'invitation à venir présenter les résultats de mes travaux de thèse, donc, qui portent sur l'accès au statut juridique d'étrangers gravement malades. Et l'idée de la présentation d'aujourd'hui, c'est de faire une brève présentation sur ce que c'est concrètement ce statut juridique et quels sont les tendances et les stratégies déployées par les pouvoirs publics pour permettre à l'État de contrôler la délivrance de ce statut. Alors, concrètement, le statut juridique de l'étranger gravement malade, ça renvoie à une protection contre l'éloignement ainsi qu'à un droit au séjour pour raison médicale, c'est-à-dire à une personne étrangère dont l'état de... Donc, il y a 3 conditions, c'est que l'état de santé de la personne nécessite une prise en charge médicale, que le défaut de cette prise en charge médicale entraîne des conséquences d'une exceptionnelle gravité et que ce traitement médical ne soit pas disponible dans le pays d'origine de l'étranger. Donc déjà, on voit que la formulation de ces notions prête à une certaine subjectivité, puisque est-ce que un traitement le traitement approprié, est-ce que cela peut être un traitement de substitution, comme vous l'évoquiez à l'instant, Madame Pabingui, avec les différentes molécules qui peuvent être utilisées pour lutter contre le VIH dans certains pays qui ne sont pas de même qualité, disons, qu'en France. Ou est-ce que plus simplement pour les pathologies psychiatriques, est-ce que le lien thérapeutique entre un psychiatre et son patient peut être intégré dans la notion de prise en charge médicale? Au-delà de cette subjectivité, la procédure de délivrance de titre de séjour, elle est pensée sur 2 volets. Il y a un volet administratif avec les préfectures, qui dépendent du ministère de l'Intérieur, qui évaluent la situation administrative de l'étranger sur des conditions telles que sa résidence habituelle en France et son absence de menace à l'ordre public. Et en parallèle, il y a une procédure d'évaluation médicale où le médecin de l'étranger remplit un rapport médical destiné à... alors, on reviendra sur l'évolution de cette structure chargée d'évaluer, au début sur les agences régionales de santé, puis maintenant aux médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui doivent émettre un avis au regard des 3 conditions précitées, donc sur cette prise en charge et l'existence de cette prise en charge dans le pays d'origine, pour rendre un avis favorable ou non au séjour, un avis qui est ensuite transmis au préfet qui délivre ou non le titre de séjour demandé. Ce qui est bien important pour comprendre l'évolution de ce titre de séjour, c'est de revenir sur son contexte de création, qui est intrinsèquement lié à celui de la lutte contre le VIH-Sida à la fin des années 80 et au début des années 90. Puisque comment est-ce que la question émerge sur la place publique? C'est tout simplement que des personnes ne peuvent physiquement pas être expulsées parce qu'elles sont au bord de la mort. Et donc les préfets demandent quoi faire avec ces personnes étrangères qui sont en situation irrégulière et qui sont pour beaucoup soutenues par le milieu associatif. Donc, il y avait notamment ACT UP, cette fameuse interpellation de Christophe Martet, aussi d'Action de 96, il me semble, où il interpelle les Français sur la situation de personnes en voie d'expulsion. Il y a des mobilisations des associations de lutte contre la double peine, puisque pour beaucoup, ces personnes étrangères sont sortantes de prison et à leur sortie de prison directement renvoyées dans leur pays d'origine,
ou elles n'auraient pas accès à un traitement approprié, ce qu'on appelle donc la triple peine. Et donc, il y a un contexte politique très fort, et le gouvernement est fermement opposé à toute reconnaissance officielle de la maladie de l'étranger comme motif de reconnaissance d'un statut. Malgré cette opposition, il y a tout de même des amendements qui sont déposés lors d'un projet de loi à l'Assemblée. Donc, c'est le projet de loi Chevènement qui a été évoqué précédemment. Au cours des débats, les parlementaires restent très opposés à cette reconnaissance, sauf qu'il y a une très forte pression médiatique avec Libération qui fait sa une sur l'expulsion d'une personne Ali B qui est au stade SIDA et qui va faire l'objet d'une mesure d'éloignement, enfin, qui a plutôt été expulsée. Et donc, ce qui vient vraiment mettre les parlementaires dans l'hémicycle face à cette situation qui, sur le plan humain, est très sensible, et ce qui va finalement les contraindre à voter, enfin, une protection contre l'éloignement, puis un titre de séjour l'année suivante qui reconnaît à l'étranger gravement malade le droit d'être régularisé pour raison médicale. Pour un bref aperçu statistique, ça concernait au début, c'était numériquement très faible. Dans les années 90, c'était 500 personnes par an. Et aujourd'hui, on est autour de 30 000 personnes titulaires d'un titre de séjour pour soins environ. C'est dans l'ordre de 20% des détenteurs sont des personnes atteintes de pathologies psychiatriques, avec vraiment un panel varié de situations médicales. Viennent ensuite les personnes vivant avec le VIH. C'est de l'ordre de 11%, puis les hépatites, dans ces eaux-là aussi, hépatite B et C principalement. Et ensuite viennent les cancers, le diabète, et pour ce qui est des principaux pays, c'est les pays du Maghreb, notamment l'Algérie, enfin les personnes originaires, et également ceux d'Afrique subsaharienne. Mais la statistique la plus importante pour comprendre l'évolution de ce droit au séjour pour soins, c'est le taux d'avis médical favorable au séjour qui est rendu par les médecins des agences régionales de santé initialement, puis de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, sur lequel je ne vais pas m'avancer maintenant, mais que je reviendrai ensuite. Donc la création de ce droit au séjour pour soins, elle vient créer une secousse au sein des préfectures et du ministère de l'Intérieur, puisque c'est un bouleversement, en quelque sorte, de la souveraineté de l'État en matière de maîtrise des flux migratoires. Puisque la maladie de l'étranger, finalement, elle s'impose à eux, et entre un homme et les liens du mariage qui sont appréciés par la préfecture, qui peuvent être contrôlés en quelque sorte. Là, avec la maladie, en fait, le corps médical se trouve impliqué dans une procédure de délivrance de titre de séjour pour soins, et les préfets se méfient considérablement. Se méfient des médecins qui pourraient venir jouer une influence dans cette maîtrise des flux migratoires et faire privilégier la protection de la santé. Et tout l'enjeu des pouvoirs publics, depuis 97 et 98, c'est de développer des mécanismes juridiques leur permettant de contrôler la délivrance des titres de séjour pour soins. De contrôler, mais quand on dit contrôler, ça veut dire contrôler restrictivement, c'est-à-dire définir un seuil admissible de nombre d'étrangers malades titulaires d'un titre de séjour et maintenir ce seuil en l'état plusieurs années durant. Il y a deux réformes, enfin je ne vais pas évoquer toutes les réformes parce qu'il y en a beaucoup, mais les deux réformes principales qui ont visé à réduire le nombre de titres de séjour pour soins au fil des ans. La première, elle intervient en 2011, c'est la loi dite Besson, et qui se focalise sur la condition relative au bénéfice du traitement dans le pays d'origine. Donc jusqu'en 2011, les médecins devaient évaluer si l'étranger aurait un bénéfice effectif du traitement approprié dans son pays. Bénéfice effectif, ça veut dire en termes économiques. Est-ce qu'il peut disposer d'une assurance maladie? Est-ce que ses ressources personnelles lui permettent de payer le traitement? Mais aussi de son entourage. Est-ce qu'il a besoin d'une assistance sur place qui existe parce qu'il a de la famille? Mais aussi géographique. Est-ce que sa région d'origine est éloignée, est un désert médical ou non?
Et le gouvernement de François Fillon, donc sous Nicolas Sarkozy, avec la création c'est un contexte politique chargé hein, sur l'immigration, puisque c'est à l'époque du ministère de l'immigration et de l'identité nationale, et donc veut modifier cette condition pour non plus se focaliser sur la question du bénéfice effectif, mais simplement de l'existence de ce traitement. Et en gros, pour raisonner de manière un peu extrême, avec cette réforme Besson, dès lors qu'un traitement existe pour une personne, en fait, on peut considérer qu'un étranger y aurait accès dans son pays d'origine. En termes d'impact, cette réforme n'a pas eu l'effet escompté pour les pouvoirs publics, puisque le taux d'avis médical favorable au séjour, c'est-à-dire le taux des avis rendus par les médecins des agences régionales de santé, est resté globalement le même, c'est-à-dire aux alentours de 75%, avant et après la réforme. Donc, ça veut dire que dans 75% des cas, les médecins qui évaluent les dossiers médicaux des étrangers demandant un titre de séjour considèrent que la personne ne peut pas avoir, que la personne est éligible à avoir un titre de séjour pour soi. Et donc émet un avis favorable au séjour. Donc cette réforme, elle n'a pas eu un impact aussi considérable qu'escompté. Et à partir de ce moment-là, que vont faire les pouvoirs publics, et en particulier le ministère de l'Intérieur, c'est tenter de contrôler les médecins. Puisque comme ce sont jusque-là des médecins indépendants des ARS, qui sont plus ou moins rattachés au ministère de la Santé, le ministère de l'Intérieur n'a pas vraiment de prise sur eux, et l'attention va désormais être focalisée sur un projet de réforme qui va permettre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui est une agence rattachée au ministère de l'Intérieur, de reprendre en main l'évaluation médicale. Et c'est ce qui va intervenir en 2016, où dans un contexte pour plusieurs raisons, en fait, sur lesquelles je reviendrai, mais le Parlement a voté le transfert de l'évaluation médicale à l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Et ce qui était craint par les associations, par des institutions telles que le Défenseur des droits, c'est une chute du nombre de titres de séjour pour cent délivrés. Craintes qui sont avérées exactes, pas plus tard qu'une année après l'entrée en vigueur de la réforme. Et le meilleur moyen de le mesurer, c'est toujours ce fameux taux d'avis favorable au séjour rendu, il était de 75% lorsque c'était les ARS, et un an après, au bout d'un an d'activité, il a chuté de 25 points, puisque maintenant c'est environ 50% des dossiers qui reçoivent un avis favorable au séjour. Et c'est une réforme qui a donc rempli son objectif, qui était de permettre au ministère de l'Intérieur de mieux maîtriser, de mieux contrôler le flux d'étrangers malades. Et c'est ce qui ressort en particulier des discours. Maintenant, quand on voit les discours des ministères de l'Intérieur ou les circulaires, on voit que désormais, la procédure de délivrance des titres de séjour pour soins est une procédure maîtrisée pour les pouvoirs publics. Bon, maintenant que j'ai à peu près présenté le contexte, je vais me focaliser plus précisément sur deux pratiques un peu moins connues, par lesquelles le ministère de l'Intérieur et les préfectures ont développé des stratégies pour faire primer leur discours, leur vision, leur doctrine médicale, disons, avec d'une part un focus sur les contre-enquêtes médicales menées par les préfectures et sur la lutte contre la fraude à l'hôpital. Alors pour ce qui est des contre-enquêtes médicales, très basiquement, comme j'expliquais, il y avait les agences régionales de santé. Donc, c'est des pratiques qui existaient de 2011, c'est une période de 2011 à 2016. Et donc, les préfectures recevaient donc l'avis favorable du médecin de l'agence régionale de santé. Et beaucoup de préfectures trouvaient que 75% de taux d'avis favorable, c'est trop élevé. Et il y avait aussi différents éléments, manque de confiance envers le médecin, et puis une volonté de réduire le volume de titres de séjour pour cent dans le département. Et comme les préfets ne sont pas liés juridiquement par l'avis du médecin de l'ARS, plusieurs ont commencé à prendre des arrêtés préfectoraux qui font référence à cet avis favorable, mais la préfecture, en citant un rapport de l'ONU-SIDA, un rapport de l'Organisation mondiale de la santé, vont dire que selon nos informations, la plupart des pathologies se soignent dans votre pays d'origine et donc vous pouvez y avoir accès. Et tout l'intérêt de cette stratégie, c'est de permettre au ministère de l'Intérieur de reprendre la main sur le dossier médical, puisque jusqu'à présent, en vertu du secret médical, la préfecture ne connaît pas le dossier de l'étranger. Mais comme l'étranger se retrouve avec un refus de titre de séjour, il va devoir
exercer un recours devant le tribunal administratif et exercer et donc lever le secret médical devant le tribunal pour démontrer que la préfecture a tort, enfin pour tenter de démontrer que la préfecture a tort, pour convaincre le juge. Et ça, c'est une procédure qui est noir sur blanc décrite dans plusieurs documents internes. Donc là, j'en partage un. C'est un document qui a été remis par erreur, entre guillemets, par la préfecture des Pyrénées-Orientales à un couple d'étrangers. Et donc, vous pouvez voir le dernier paragraphe, vient expliquer cette procédure. Une fois l'avis médical reçu, 2 solutions s'offrent au préfet, suivre l'avis du médecin ou prendre un refus de séjour qui, si elle est contestée devant le tribunal, permettra, c'est le dernier paragraphe, d'obtenir une jurisprudence, mais également de connaître le certificat médical présenté, la pathologie. Et donc, toute l'idée de cette stratégie, c'est de permettre au ministère de l'Intérieur de reprendre la main pour faire valoir sa doctrine médicale devant le tribunal. Ce qui est intéressant, c'est qu'à partir de 2011, ces pratiques, elles sont vraiment isolées à quelques préfectures. Et au fil des ans, on va voir qu'elles s'étendent dans toute la province, pas en Île-de-France, parce qu'en Île-de-France, il y a une confiance entre les médecins et les préfets. Et par exemple, dans le Rhône, c'est une pratique qui était quasiment systématique, qui était donc à l'aveugle. Dès lors que l'avis est favorable, le préfet refuse de le suivre, prend un arrêté de refus de séjour. Et en fait, c'est des pratiques qui fonctionnent puisque devant les tribunaux, le problème, c'est l'égalité des armes. On a d'un côté les préfectures avec leurs relais au ministère de l'Intérieur, les relais de l'État dans les pays d'origine qui peuvent demander aux médecins des ambassades de leur faire remonter des données sur les traitements disponibles. Et en face, on a la personne étrangère avec son avocat qui doit démarcher les laboratoires, demander des certificats médicaux détaillés à ses médecins qui ne savent pas forcément quels sont les termes attendus, etc. Donc c'est beaucoup plus fastidieux. Et donc, ce qui aboutit devant les tribunaux à ce que dans 75% des cas, les recours exercés par les étrangers soient rejetés. Donc, ça veut dire que la pratique des préfectures est validée par le tribunal. Et ce qui est frappant, c'est que à force de préfectures pratiquent ces contre-enquêtes, le problème émerge à l'échelle nationale, le gouvernement s'en saisit et constate qu'il y a un problème de confiance entre les préfets et les ARS. Et pour rétablir ce lien de confiance, il faut transférer l'évaluation médicale au ministère de l'Intérieur, ce qui permettra d'éviter ces pratiques qui provoquent un contentieux surabondant, etc. Et c'est l'une des raisons qui a justifié le transfert à l'OFII en 2016, ce sont ces contre-enquêtes qui en fait étaient concertées, ont été organisées par la Direction générale des étrangers en France, donc par le ministère de l'Intérieur, et qui se sont progressivement étendues dans plus d'une quarantaine de préfectures en 2016. La deuxième pratique sur laquelle je voudrais me focaliser, c'est celle de la lutte médicalisée contre la fraude. La lutte contre la fraude, qui est vraiment un sujet qui revient souvent dans le discours du ministère de l'Intérieur ou de certains parlementaires, qui veut dire que le droit au séjour pour 100 est exposé à la fraude. Alors que statistiquement, depuis peu, le ministère de l'Intérieur produit ces données et on sait que moins de 1% des dossiers déposés sont des dossiers frauduleux, donc ce qui est vraiment très très faible. Mais pour autant, on a pu, à partir de 2013, il y a le ministère de l'Intérieur, une mission d'inspection du ministère de l'Intérieur a essayé de sensibiliser des médecins de la PHP à ce sujet de la lutte contre la fraude à l'hôpital, puisque dans certains services, des maladies infectieuses notamment, il y a eu quelques cas de personnes qui venaient avec des dossiers, des bilans sanguins faits à l'extérieur, qui étaient faits sous un faux nom pour tenter d'obtenir un rapport médical qui permettrait d'enclencher une procédure de demande de titre. Et donc, j'ai pu mener un certain nombre d'entretiens avec des chefs de service, des maladies infectieuses, de services internes de la PHP, pour comprendre comment est-ce que eux appréhendent ce sujet, est-ce que c'est un sujet ou pas. Et ce qu'il en est ressorti, c'est que cette mission d'inspection du ministère de l'Intérieur a rencontré la direction juridique de la PHP pour les sensibiliser sur la question. Et à partir de ce moment-là, la direction juridique a organisé une réunion avec différents chefs de service pour leur proposer une marche à suivre
Est-ce qu'une procédure uniformisée est décidée et appliquée dans l'ensemble des hôpitaux ou pas? Et au cours de cette réunion, donc, il y a eu différentes réceptions. Certains étaient fermement opposés en raison de la déontologie médicale, d'autres y étaient favorables. Donc, au final, rien n'a été fait collectivement, c'était à la discrétion de chaque service. Et ce qui était intéressant, c'est qu'il y a des médecins qui ont vraiment fait l'objet de pressions policières, notamment, je prends l'exemple d'un médecin, chef d'un service de médecine interne, qui a été soupçonné à tort d'être partisan, de faire partie plutôt d'un réseau de fraude, et donc par crainte d'être à nouveau convoqué par les services de police, suspecté, etc., a décidé de mettre en place un dispositif d'identitovigilance au sein de son service. Et là, je vous partage la procédure en question, donc d'identitovigilance, ça veut dire que maintenant, désormais, dès lors qu'un étranger demande un rapport médical pour avoir enclenché une demande de titre de séjour pour soins, il y a une vérification de l'identité de cet étranger qui est effectuée à l'accueil. Il est accompagné jusqu'au laboratoire au sein de l'hôpital où son identité est à nouveau vérifiée. Enfin, bref, l'idée, c'est vraiment de contrôler l'identité de l'étranger à chacune des étapes de son parcours. Et ce qui est frappant ici, c'est de voir comment est-ce que la logique de policiarisation, on appelle ça, c'est-à-dire de comment est-ce qu'une logique de contrôle des étrangers, de police des étrangers se trouve imbriquée, appliquée, intégrée par certaines personnes du corps médical pour différentes raisons, mais là, en l'occurrence, par crainte de poursuites policières. Et donc, ce qui peut avoir un impact, disons, ou un effet dissuasif pour certaines personnes qui ne souhaiteraient pas être contrôlées que leur identité soit systématiquement contrôlée. À côté de ça, il y a évidemment eu d'autres réceptions avec des personnes, des chefs de service qui ont refusé d'appliquer quoi que ce soit au nom de la déontologie médicale. Mais l'idée était principalement de démontrer comment est-ce que la policiarisation des médecins peut se faire sur impulsion du ministère de l'Intérieur. Je crois que j'ai un peu dépassé le temps, donc je vais m'arrêter là. Je remercie encore une fois SIDAction pour l'invitation à venir présenter ces travaux. Et si jamais le sujet vous intéresse, ma thèse est accessible en ligne librement sur le site thèse.fr. Je vous remercie. Merci pour cette présentation, hein. Je trouve que c'est quand même assez complet, même si ce n'est pas encore complètement la totalité, hein, ce qu'on aimerait bien savoir. Donc, merci. Je reviens vers Vincent. Est-ce qu'il y a eu des questions de précision? Ah, ce n'est pas le bon écran. Oh non. Ah, donc, j'ai une question de Corinne de 812. Une procédure maîtrisée par les pouvoirs publics, mais à quoi devons-nous nous attendre à la veille d'une nouvelle élection présidentielle en France, selon vous? Vous m'avez entendu? Oui, j'ai entendu. OK. Je ne sais pas trop comment répondre. Enfin, en fait, ce qu'il y a de frappant quand on travaille sur le droit des étrangers, c'est de s'apercevoir que, certes, le contexte politique joue pour beaucoup, mais en réalité, c'est les hauts fonctionnaires, c'est l'administration qui joue le rôle le plus important en matière de droit des étrangers. Et donc, vous avez beau avoir demain un changement politique majeur, il y aura toujours les mêmes hauts fonctionnaires en place, a priori, les mêmes préfets, etc. Et qu'ils soient l'histoire a démontré, quand j'ai pu consulter un certain nombre d'archives, que ce soit le Parti socialiste au pouvoir, à l'exécutif ou l'UMP, c'est toujours le même discours, c'est-à-dire il faut limiter, contrôler le flux de délivrance des titres de séjour pour soins. Alors après, si l'extrême droite arrive au pouvoir, bon, je ne sais pas ce qu'il arriverait évidemment, mais mon propos, c'est surtout de souligner que les hauts fonctionnaires, ils sont pour beaucoup. Il y a une super thèse de Sylvain Laurens qui a démontré comment est-ce que le sujet de l'immigration a été politisé dès les années 60-70 par des hauts fonctionnaires au sein de différentes administrations.
que l'on retrouve aujourd'hui à la retraite dans des think tanks proches de l'extrême droite. D'accord. OK. Juste avant de passer la parole à Vanina, juste une petite précision. Je suis quand même voilà, intriguée par cet accompagnement physique quand un étranger vient faire des examens. Cette policiarisation, concrètement, ça se passe. Vous pouvez nous en dire un peu plus? Oui, alors c'est dès lors si par exemple une personne vivant avec le VIH souhaite aller se rendre à l'hôpital pour avoir un rapport médical dans le but d'enclencher une demande de titre de séjour, et bien dans ce cas-là, le médecin l'accueil de l'hôpital va vérifier son identité et l'étranger sera toujours accompagné par une infirmière, un médecin dans le box pour faire une prise de sang, même si l'étranger a déjà une prise de sang, des résultats d'un laboratoire externe. La prise de sang sera refaite en interne. En fait, à chaque étape de son parcours au sein de l'hôpital, son identité sera contrôlée pour s'assurer que c'est bien lui qui fait la prise de sang et pas quelqu'un d'autre. D'accord. Il y a un problème de manque de confiance. Voilà. Bon, mais en tout cas, merci pour cette présentation. Je vais maintenant passer la parole à Vanina Rocchio-Tioli pour justement nous parler du droit des étrangers de manière plus large. Oui, merci beaucoup. Merci Madame Pavlinghi, merci beaucoup à Vincent Boris et à Fidaction pour l'invitation sur ce sujet. Effectivement, Nicolas a commencé à l'esquisser assez sensible. Il m'a été demandé de vous parler des politiques migratoires et de la situation actuelle du droit des étrangers en France. Alors, bien évidemment, il est impossible pour moi de revenir en détail sur l'histoire des politiques migratoires ou même de vous détailler la législation, mais je vais tout de même vous dresser un tableau sommaire de cette législation, mais surtout vous parler de l'actualité et des problèmes auxquels sont confrontées aujourd'hui les personnes étrangères en France, et ce qui permettra de revenir aussi brièvement sur l'impact de la situation sanitaire actuelle. Pour faire très court, jusqu'en 2005, le texte qui régit la situation des personnes étrangères est l'ordonnance de 1945. Et depuis les années 2005, la législation est rassemblée dans un seul et unique document qui est le Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La législation en droit des étrangers n'a cessé au fil des années d'évoluer et d'être réformée. Peu de matières connaissent autant de réformes et d'insécurité juridique. En moyenne, une législation qui évolue tous les 2 ans et demi, une réforme tous les 2 ans et demi depuis 1945, et notamment une accélération depuis les années 70, puisque cette date est un tournant, puisqu'en 1974, il a été décidé de suspendre officiellement l'immigration professionnelle. Et à partir de ces années, la maîtrise des flux migratoires et la lutte contre l'immigration clandestine vont devenir un enjeu majeur des pouvoirs publics, avec des périodes plus ou moins intenses, mais en tout cas, c'est une ligne qui ne va jamais quitter les pouvoirs publics et qui sera le fil rouge de quasiment toutes les réformes. Pour ne parler que des réformes les plus récentes et pour illustrer cette cadence, réforme importante du droit d'asile, 29 juillet 2015. C'est un texte très important qui va changer complètement le droit d'asile en France. Puis, nouvelle réforme du Code de l'entrée et du séjour, cette fois-ci sur les parties relatives au droit au séjour, c'est-à-dire la possibilité pour les personnes d'obtenir un titre de séjour et les mesures d'éloignement pour les personnes donc en situation irrégulière. Texte voté le 7 mars 2016. Et alors même que les textes d'application ne sont pas complètement entrés en vigueur ou qu'ils le sont tout juste, à l'été 2017, un nouveau texte est annoncé qui aboutira le 10 septembre 2018 à la loi dite pour une immigration maîtrisée, un droit d'asile effectif et une intégration réussie, qui est donc la dernière réforme en date. Ce qui est notable, c'est qu'à force de réformes, la réglementation est devenue de plus en plus complexe,
de plus en plus technique et par certains endroits totalement illisible. Par exemple, et c'est un exemple parmi d'autres, mais j'en citerai probablement d'autres, s'agissant des procédures relatives aux décisions de refus de délivrance de titre de séjour, lorsqu'une personne fait une demande et que ça lui est refusé, ou des retraits de titre de séjour, ou les mesures d'éloignement, lorsqu'une personne est en situation irrégulière sur le territoire français et qu'on cherche à l'éloigner, à l'expulser du territoire. Ces procédures sont devenues d'une rare complexité. Nous avons pas moins de 4 délais pour former des recours qui coexistent, délai de 2 mois, délai de 30 jours, délai de 15 jours, délai de 48 heures, en fonction de la situation dans laquelle les personnes peuvent se retrouver, et parfois les situations se chevauchent, et chacune de ces procédures, chacun de ces délais correspond à une procédure devant la juridiction administrative qui est différente. De même, dans le Code de l'entrée et du séjour, dans le CESEDA, on peut recenser environ 40 motifs qui peuvent conduire à la reconnaissance d'un droit au séjour. On peut aussi évoquer la législation relative au droit d'asile, qui est devenue extrêmement complexe, délai restreint pour pouvoir déposer une demande, procédure qui se chevauche, dite normale, avec un recours effectif et suspensif, la collégialité, la juridiction qui statue en collégialité, ou alors une procédure à l'inverse accélérée, différents cas de figure dans lesquels le droit au maintien et le droit au séjour va être possible. Enfin, on est vraiment dans une matière qui est très agitée par les réformes et qui est devenue de plus en plus complexe. Il faut aussi savoir, et ça rejoint ce que Nicolas disait tout à l'heure, c'est que l'ensemble de ces réformes interviennent, et particulièrement depuis ces dernières années, dans un climat où les étrangers sont suspectés inlassablement de fraude. Nicolas a évoqué la situation des faux malades, mais ce climat de fraude, de suspicion de fraude pèse sur les demandeurs d'asile, pèse sur les conjoints français, mariage blanc, mariage gris, reconnaissance frauduleuse de paternité. Et à ce climat de fraude s'ajoute le fait que les personnes sont confrontées à de nombreux obstacles pour accéder aux services préfectoraux, pour pouvoir déposer des demandes de titre de séjour, pour pouvoir accéder à une instruction de leur demande, et qu'elles ont aussi à faire obstacle à des critères de plus en plus restrictifs pour accéder à un titre de séjour, critères qui sont fréquemment sujets à une marge d'appréciation, d'interprétation de la part des services préfectoraux. Il n'est pas rare, et c'est même très fréquent, de constater à dossier égal, même si on ne peut pas toujours comparer les situations, une même demande ne connaîtra pas le même sort en fonction d'une préfecture, voire même au sein d'une même préfecture. À cet égard, le problème majeur auquel sont confrontées les personnes étrangères aujourd'hui concerne l'accès même aux services administratifs. Aujourd'hui, accéder au guichet préfectoral pour y déposer une demande de titre de séjour ou même pour faire renouveler son titre de séjour lorsqu'on est en situation parfaitement régulière sur le territoire français est devenu un véritable parcours du combattant. Alors, si la situation sanitaire a bien évidemment terriblement aggravé les choses, cette situation existe et est dénoncée par le monde associatif depuis l'année 2016. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il n'est plus possible d'accéder au guichet d'une préfecture sans avoir un rendez-vous préalable, et que ce rendez-vous s'obtient par Internet, soit en se connectant sur le site Internet de la préfecture de son lieu de domicile pour obtenir un rendez-vous, soit en téléchargeant, en déposant son dossier en ligne et en attendant de recevoir une convocation. Les queues qui existaient avant devant les préfectures et qui contraignaient les personnes parfois à dormir la veille pour pouvoir espérer accéder au guichet ont été remplacées par des queues virtuelles, mais qui sont vraiment des queues réelles, puisque obtenir un rendez-vous aujourd'hui est un vrai défi. Les plateformes sont saturées, les numéros d'appel sont indisponibles, et lorsque on adresse des mails aux préfectures, on reçoit des mails, des réponses types et pas d'informations précises sur la situation. Il faut aujourd'hui parfois des mois pour obtenir un rendez-vous en préfecture, même lorsqu'on se connecte tous les jours.
De plus, aucune alternative n'est prévue, ce qui veut dire que les personnes qui n'ont pas accès à Internet, qui n'ont pas accès à un ordinateur, vont se trouver dans l'impossibilité de pouvoir effectuer ces démarches. Donc, les personnes se retrouvent, qu'elles aient accès au Internet ou non, dans l'impossibilité d'accéder à des droits. Et pour les personnes qui demandent le renouvellement de leur carte de séjour, elles peuvent se retrouver dans situation de rupture de droit, avec des emplois qui sont mis en péril, des allocations qui sont suspendues. Ce sont des cas que l'on rencontre quasiment quotidiennement aujourd'hui et qui font basculer dans la clandestinité des personnes qui étaient en situation parfaitement régulière. Cette situation a conduit les associations, parmi lesquelles, enfin il y a un collectif, mais parmi lesquelles la CIMAD, le Secours catholique, la Ligue des droits de l'homme, le SAF, le GISTI, a engagé des contentieux contre ces dispositifs, pas pour contester la matérialisation en tant que telle, on est tous bien d'accord qu'il est préférable d'éviter des queues, mais pour exiger, solliciter, ce qui est d'ailleurs prévu par les textes, la mise en place d'une procédure alternative lorsque le dispositif est saturé ou lorsque les personnes ne sont pas en capacité de pouvoir accéder au guichet, à des rendez-vous. En Île-de-France, par exemple, également, un collectif qui s'appelle Bouge ta préfecture dépose depuis quelques mois, tous les mois, un certain nombre de dossiers collectifs. Là, ce sont des dossiers individuels auprès des tribunaux pour des personnes qui justifient de leur impossibilité à obtenir un rendez-vous depuis parfois des mois. Le dernier exemple en date, c'est une personne qui se connecte quotidiennement depuis le mois de septembre pour pouvoir obtenir un rendez-vous. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une situation où, pour accéder au droit de voir son dossier instruit, on est obligé de saisir une juridiction et d'obtenir une décision de justice. Ce problème de la dématérialisation est un problème majeur et vous pouvez, si vous le souhaitez, avoir des informations en allant notamment sur le site de la CIMAD qui a publié un rapport à guichet fermé qui est très parlant sur cette situation, ou sur le site du GISTI pour avoir des informations complémentaires. Ce dispositif est saturé. Le dispositif de l'OFII pour accéder à une demande d'asile l'est également en région parisienne et en Île-de-France. Ce qui conduit des personnes qui ne peuvent rentrer dans le dispositif d'asile, qui ne peuvent accéder aux conditions matérielles d'accueil et aux droits prévus par les textes pour les demandeurs d'asile, à se retrouver à vivre dans la rue et dans les camps dont vous avez pu, vous pouvez constater dans de nombreuses villes. Donc, cette question de l'accès aux services administratifs est aujourd'hui une question centrale, à la fois pour les personnes en quête de protection, pour déposer une demande d'asile, mais également pour des personnes qui souhaitent accéder à des droits ou au renouvellement de leur titre de séjour. Le défenseur des droits a rendu des rapports extrêmement précis sur cette question et récemment, un rapport parlementaire relatif aux crédits dédiés aux politiques relatives à l'immigration vient de documenter cette question de manière extrêmement précise. Si cette situation prive les personnes de droit, elle les expose également à faire l'objet de mesures d'éloignement, de mesures d'expulsion et peut les conduire à se retrouver placés, enfermés en centre de rétention. Sur ce point, il est quand même très révélateur de rappeler que pendant la période de confinement strict, et alors que tous les services administratifs étaient fermés, que personne ne pouvait accéder au guichet des préfectures, que les demandeurs d'asile ne pouvaient accéder aux plateformes pour pouvoir enregistrer leurs demandes, et alors que les frontières étaient, et le sont dans certains pays encore, totalement fermées, que les demandes de visa des familles de Français ou des familles de personnes en situation régulière sur le territoire français étaient bloquées et qu'il a fallu que les associations saisissent le Conseil d'État pour débloquer la situation. Pendant toute cette période, l'administration a continué à placer en centre de rétention les personnes en situation irrégulière. Les tentatives pour tenter d'obtenir la fermeture provisoire de ces lieux d'enfermement en démontrant qu'il était impossible que les conditions sanitaires y soient respectées, n'ont pas abouti, alors même que des personnes se trouvaient enfermées dans des conditions, enfermées dans des conditions sanitaires
déplorable, en tout cas pas du tout en phase avec la réglementation, enfin avec les recommandations liées à la situation sanitaire, alors même qu'on savait qu'on ne pouvait pas, ce qui est l'objet de ces mesures d'enfermement, les éloigner dans leur pays d'origine du fait de la fermeture des frontières. Aujourd'hui, par exemple, pour illustrer l'exemple, au centre de rétention de Palaiseau, le centre de rétention de Palaiseau est un cluster. Les personnes en rétention sont toutes cas contact. Les mesures d'isolement préconisées ne peuvent être mises en place dans ce lieu d'enfermement, et donc des personnes se retrouvent dans des lieux d'enfermement, dans des conditions sanitaires plus que problématiques compte tenu de la situation. Enfin, il faut aussi relever que, et c'est un point important, que les personnes en situation régulière sur le territoire français le sont souvent avec un titre précaire, notamment en raison des délais d'instruction des demandes qui peuvent être très longs et pendant lesquels les personnes vont être maintenues, voire sans documents ou avec des documents provisoires qui rendent impossible ou très difficile, mais en tout cas la recherche d'un emploi, la recherche d'un logement. Donc on a vraiment des personnes qui sont en situation de précarité dont elles ne parviennent pas à sortir du fait de ces procédures administratives. Et à cet égard, si la loi de mars 2016 était censée permettre l'accès à des titres de séjour plus stables, notamment avec la création d'une carte pluriannuelle d'une durée de 4 années, cette carte n'est en fait réservée, cette durée de 4 années, que pour des cartes professionnelles et principalement pour des personnes diplômées ou ayant accès à une situation professionnelle très rémunératrice. Mais pour les personnes qui justifient de motifs familiaux ou qui demandent un titre de séjour pour soins, pour les familles de Français, pour les conjoints de personnes en situation régulière, la durée de cette carte pluriannuelle a été réduite à 2 ans. Et l'accès aux cartes de résident est aujourd'hui encore extrêmement difficile. Les exemples de difficultés pourraient être multipliés. On pourrait parler de la situation des mineurs isolés étrangers, du climat dont je parlais de suspicion autour des familles de ressortissants français qui conduisent les préfectures à maintenir sous récépissé des mères d'enfants français dont on soupçonne que les enfants auraient été reconnus frauduleusement. C'est un tableau assez sombre qui est dressé aujourd'hui, tant les obstacles sont nombreux et tant l'obsession de la régulation des flux et de la lutte contre l'immigration clandestine sont devenues omniprésentes et ayant pour conséquence notamment des pratiques de plus en plus restrictives et illégales qui conduisent à maintenir dans la clandestinité des personnes qui ont vocation à obtenir un titre de séjour, voire à faire basculer dans l'illégalité des personnes qui étaient en situation parfaitement régulière. Les associations qui accompagnent au quotidien les personnes dénoncent depuis longtemps cette situation en regrettant que la priorité ne soit pas donnée à stabiliser et à pérenniser les situations des personnes, à favoriser leur intégration et à sortir enfin de cette logique de suspicion. Et la société civile, le monde associatif, on peut citer notamment l'exemple des États généraux des migrations qui regroupent plus de 500 organisations, associations, collectifs locaux. Au-delà de dénoncer ces pratiques, cherche aussi à chasser les idées reçues et à rendre audible un autre discours autour des questions des migrations qui peinent à sortir de postures politiques alors qu'elles méritent mieux que ces discours. Je vous remercie. Merci infiniment pour cet exposé assez riche. C'est vrai qu'il y a encore beaucoup de choses à nous dire. Et vraiment, je vous remercie. Vous avez donné des exemples très concrets. Et ça me parle par rapport aux personnes que nous accompagnons tous les jours. L'histoire d'accès, justement, aux services administratifs, c'est un vrai problème en ce moment. On ne sait plus. La dématérialisation, c'est un vrai problème pour les gens qui ne savent ni lire ni écrire, par exemple, qui n'ont pas d'adresse mail, qui n'ont pas de scanner pour envoyer des documents. C'est un vrai problème. Et donc, heureusement qu'il y a des intervenants sociaux, il y a des associations, mais qui sont surchargées aussi de travail parce que, voilà, il faut que les gens, pour un petit changement, il faut
revenir voir l'intervenant social qui va scanner les documents pour envoyer. C'est un vrai problème. Donc, je crois que nous devons reprendre la main, en fait, hein, au niveau des associations pour faire bouger tout ça. Et aussi, l'histoire de, justement, des titres de séjour précaires, c'est un vrai problème aussi. Ça fait perdre vraiment les droits, justement, des droits sociaux des gens qui ont eu la chance d'avoir des petits CDD, en fait, des contrats à durée déterminée, eh bien, qui se voient refuser par le patron hein, de renouveler justement leur CDD. Et ça les met encore en situation de précarité. Et quand on prend les cas des femmes, hein, voilà, ben, moi, je pense que ces restrictions administratives risquent de faire encore augmenter le nombre justement des personnes vivant avec le VIH, des contaminations, parce que les gens vont rentrer dans la clandestinité. Et puis, il y en a qui vont échanger justement hein, le service contre le logement, par exemple. Et là, c'est aussi ce qu'a dit l'enquête parcours. Quand on sait que voilà, plus de 35% des personnes sont contaminées, justement, dans l'immigration pendant cette période-là de difficultés administratives. Donc, je pense que nous devons justement prendre au sérieux ce problème et puis aller, bon, au niveau des associations, on va s'organiser. Hein. Il ne faut pas laisser durer cette situation. En tout cas, merci beaucoup. Alors, je regarde mon écran. Alors, pendant un temps, les préfectures refusaient d'envisager la délivrance de cartes de séjour des résidents de 10 ans pour les personnes qui avaient eu des cartes de séjour au motif de l'état de santé. Est-ce que cela a changé? C'est une question, en fait, Vanina. Oui. Donc, pendant un temps, les préfectures refusaient d'envisager justement la délivrance de cartes de séjour de 10 ans. Est-ce que ça continue? Ça reste encore très compliqué, effectivement, l'accès à la carte de résident pour le titre de séjour, pour les personnes qui ont un titre de séjour étranger malade. Et typiquement, ce titre de séjour-là fait partie des titres pour lesquels l'administration n'envisage pas de passerelle vers un titre plus périn. C'est vraiment envisagé comme un document temporaire. On vous autorise au séjour ponctuellement parce qu'on établit à un moment T que vous avez un problème médical et que votre pays, vous ne pouvez pas être soigné dans votre pays, mais on rabat les cartes tous les ans et on ne vient pas chercher à voir si justement, puisque très souvent les personnes, lorsqu'elles sont régularisées, travaillent, si on pourrait vous changer votre statut et le stabiliser justement en raison d'activités professionnelles, etc. Et c'est un vrai combat, l'accès à la carte de résident pour les personnes étrangères malades, qui est toujours d'actualité. Malheureusement. D'accord. OK. Alors, Corinne Le 8-12 qui dit, faut-il encourager nos partenaires à s'engager dans le mouvement Bouge ta préfecture ou pas toujours des capacités juridiques? Point de suspension. Mais il y a absolument, en fait, il n'y a pas besoin d'avoir le besoin, il est à tous les niveaux, pas que sur le terrain. Il n'y a pas besoin que d'avoir des gens qui ont des connaissances juridiques. Effectivement, c'est très important d'encourager les personnes à aller prendre contact avec ce collectif parce que ça permet aussi d'avoir des informations très concrètes sur l'ampleur des personnes concernées par cette dématérialisation. Ce collectif permet aussi d'aider justement, il y a eu sur le site de la CIMAD et du GISTI, vous verrez qu'il y a eu des modèles de référés, de recours faits dans le but que les personnes puissent, ou les personnes qui les accompagnent, se les approprier sans avoir à passer par des associations et un avocat, etc. Donc l'idée, c'est vraiment, plus on sera nombreux et de tous horizons à travailler collectivement sur ces questions, mieux ce sera, parce que ça permet aussi d'avoir une communication très forte sur la question. Donc, à qui il faut s'adresser? Il faut s'adresser directement à Alors, vous? par la CIMAD notamment, par les associations très impliquées dans ce mouvement, c'est le Syndicat des avocats de France, la CIMAD, la Ligue des droits de l'homme, le Secours catholique, le GISTI. Enfin, vous pouvez prendre contact avec ces associations qui communiquent beaucoup sur la dématérialisation. Et une fois par mois, il y a un dépôt collectif de recours individuels déposés en Île-de-France
voilà. Et du coup, ils peuvent vous mettre en lien justement avec des personnes pour constituer les dossiers, etc. Donc, vous prenez attache avec n'importe laquelle de ces associations et elles feront le relais. D'accord. Donc, je vois justement qu'on pourrait proposer un article dans Transversal sur le sujet, par exemple, pour plus de communication, ce serait bien. Et donc, c'est le magazine de SIDAction, en fait, Donc, on peut passer aussi par Transversal pour informer les autres associations pour se mobiliser parce que seul, voilà, c'est pas facile. Comme je dis souvent, ensemble, nous vaincrons, en fait, dans tous les domaines. Oui. Très bien. Est-ce qu'il y a encore d'autres questions sur la plateforme ou bien... Tout va bien. Bon. Ben, en tout cas, merci, Valina. Merci Voilà, merci. On va passer la parole à Delphine Fangier pour justement présenter son intervention. Merci, Delphine. Oui, bonjour, Albertine. Merci de l'invitation. Et effectivement, je suis heureuse d'intervenir à SIDAction, à la Convention aujourd'hui, puisque j'ai travaillé, tu l'as dit au début, il y a bien longtemps maintenant, mais quand même. Donc moi, juste une précision, je vais vous parler de l'accès aux droits de santé des étrangers avec toutes les actualités sur la réforme AME, la réforme droits de santé des étrangers, en fait, de fin 2019. Je ne suis pas juriste, j'ai une formation de sciences politiques, voilà, ça fait longtemps que je travaille sur ces questions. Donc juste comme, je vais juste vous faire un très rapide rappel sur l'aide médicale d'État, ce que c'est. Ensuite, aborder un peu plus précisément les différentes mesures de la réforme de 2019. Ensuite, voir comment elle a été, en fait, la lisibilité est un peu compliquée parce que son application a été en partie suspendue par la crise Covid. Et donc, on peut distinguer différentes périodes avec la crise. Et ensuite, je vous dirai un petit peu là où on en est aujourd'hui. Donc, sur l'aide médicale d'État, très rapidement, c'est une couverture maladie pour les personnes sans titre de séjour. C'est une prestation sociale et non, ça ne dépend pas de l'assurance maladie, même si le budget est géré par l'assurance maladie. C'est un budget séparé, donc à ce titre, il est examiné chaque année, non pas en loi de financement de sécurité sociale, mais au sein du projet de loi de finances, ce qui en fait un objet politique en fait, à part entière. On a séparé cette protection maladie spécifique étranger sans papier. Il faut dire aussi donc, qu'elle n'a pas toujours existé, puisqu'en 93, ça fait partie des réformes successives dont Vanina Rocchioli a parlé, mais c'est un peu difficile à envisager aujourd'hui, mais jusqu'en 93, il n'y avait pas de conditions de régularité de séjour pour pouvoir bénéficier de la sécurité sociale. Et donc, c'est plus tard, c'est en 99 qu'on a créé l'aide médicale d'État, en même temps, par la même loi que la CMU. Donc, ce système, il a le mérite d'exister, il permet vraiment un accès à des droits, à une prise en charge et donc à des soins pour les personnes en situation irrégulière, mais il a beaucoup d'écueils, il est très complexe, et donc une étude récente a montré l'étude premier pas, qu'il y avait 50% de non-recours quasiment à l'AME, donc ce qui est énorme. C'est une prestation, donc, je vous le disais, régulièrement attaquée tous les ans au Parlement et qui a fait l'objet de restrictions successives, enfin, comme l'ensemble des droits des étrangers, mais également celle-ci. Et notamment, les personnes doivent prouver depuis 2003 leur résidence depuis 3 mois sur le territoire français, ce qui constitue un des facteurs, un des obstacles les plus importants à l'AME jusqu'à 2019. Et donc, c'est une prestation, une protection maladie qui s'adresse bien sûr aux personnes les plus démunies, puisqu'il y a un plafond de ressources qui est assez bas de 746 € par mois. Alors, la réforme de 2019,
de fin 2019. Donc en 2019, ça a été une grosse bataille, puisque pendant l'été 2019, on a appris qu'un rapport IGAS-IGF était en cours et que effectivement, ça fait partie de l'obsession de fraude des étrangers dont Vanina et Nicolas ont parlé tout à l'heure, puisque cette mission IGAS-IGF était, on s'en est très vite rendu compte, enfin on s'en est rendu compte réellement dans les auditions, que c'était une mission extrêmement à charge et qui avait pour préoccupation et pour objectif dès le départ de prendre des mesures spécifiques pour mettre fin à la fraude et aux filières et au tourisme médical. Le rapport qui est finalement sorti n'a pas documenté en fait l'existence de ces filières et de ces fraudes. Donc pour l'instant, tous les documents objectivés qu'on a ne démontrent absolument pas de fraude à l'AME. Au contraire, c'est une prestation hyper surveillée et plus que de fraude, il faut parler vraiment de non-recours. Donc il y a une grosse mobilisation interassociative avec de nombreux acteurs, des professionnels de santé, des hospitaliers, des universitaires contre cette réforme et alertant sur ces risques, sur les risques en termes de santé publique, sur le caractère tout à fait illogique aussi au point de vue financier de telles restrictions. Mais bon, en fait, pas mal de mesures proposées par le rapport IGAS-IGF ont finalement été adoptées et finalement ne concernaient pas que l'aide médicale d'État, mais au-delà, en fait, l'ensemble des droits de santé des étrangers via une mesure spécifique et les droits de santé aussi des demandeurs d'asile. Donc, il y a 5 mesures phares en tout. La première, c'est l'instauration d'un délai de carence de 3 mois avant que les demandeurs d'asile puissent avoir la sécurité sociale, puisqu'à présent, ils avaient droit à la sécu dès qu'ils rentraient dans la procédure asile, en fait, ce qui déjà, Vanina l'a expliqué, était déjà très long, puisque pour avoir accès même à la procédure asile, selon les territoires, ça peut demander plusieurs mois aux personnes. Et donc là, ça rajoute encore un délai de 3 mois, une fois qu'on a le statut de demande d'asile. Dans cette période, ils ont quand même accès à certains droits, si on peut dire, c'est-à-dire qu'ils peuvent être pris en charge par le dispositif pour les soins urgents et vitaux, qui est un dispositif financier pour les personnes ayant des besoins de soins donc urgents ou dont l'absence aurait pour conséquence une altération grave et durable de leur état de santé. Donc c'est déjà ça, mais c'est un dispositif uniquement hospitalier et uniquement pour les soins jugés urgents. Sinon, les personnes dans l'attente avant d'avoir des droits à la Sécu et à la complémentaire santé solidaire relèvent des dispositifs, ne peuvent caler dans les dispositifs de soins gratuits, type les dispensaires associatifs tels que le Médecins du Monde, le COMED, ou les permanences d'accès aux soins de santé. Donc, les permanences d'accès aux soins de santé, les PASS, c'est un dispositif à l'hôpital, un dispositif hospitalier permettant l'accès aux soins des plus démunis gratuitement. Et en pratique, c'est un dispositif financier avec un budget hospitalier. Et en pratique aussi des organisations très hétérogènes, en fait, selon les hôpitaux. Parfois, ce sont des centres de soins, des centres d'accueil et de consultation en fait, au sein de l'hôpital, avec des consultations médicales et sociales dédiées, mais pas toujours, ça peut prendre différentes formes. En tout cas, ces dispositifs sont déjà pour beaucoup assez saturés. Donc ce délai de carence pour les demandeurs d'asile augmente la période de non-droit, évidemment, pour ces personnes. C'est une source de complexification, donc comme ici aussi, on est dans les... Je développerai tout à l'heure, mais ici, le DSUV a été créé pour les personnes en situation irrégulière. Et là, on a une catégorie, donc les demandeurs d'asile qui sont en situation régulière, qui dépendent de ce dispositif. Donc, on voit aussi une dégradation totale de la lisibilité, en fait, des mesures du droit en matière de droit de santé des étrangers. Et il s'agit vraiment d'un recul historique aussi pour les conditions de vie des demandeurs d'asile en France, qui sont exposés, ce n'est pas du luxe, puisqu'ils sont exposés, vous le savez, à des problématiques
somatiques et psychiques très fortes tout au long de leur parcours, y compris en France. La deuxième mesure, et donc ce recours, plusieurs associations ont formé un recours contre ce délai de carence. On a un petit espoir qu'il aboutisse, mais bon, en tout cas, on demande son annulation pour non-respect des conditions matérielles d'accueil. La deuxième mesure, c'est l'instauration d'un délai de résidence de 3 mois en situation irrégulière. C'est-à-dire que jusqu'à présent, donc, il fallait que les personnes prouvent qu'elles étaient, les demandeurs d'AME, prouvent qu'elles étaient résidentes en France depuis 3 mois. Et maintenant, il faudra, alors c'est tout le débat, qu'elles prouvent, mais comment, qu'elles étaient en situation irrégulière en France. Donc c'est pareil, facteur de complexité. On ne sait pas encore vraiment comment les caisses vont l'interpréter, et notamment comment les caisses primaires d'assurance maladie vont l'interpréter, et notamment on a toujours les questions subsistent toujours pour les Européens précaires. C'est-à-dire que les Européens inactifs communautaires ont un droit au séjour qui est hyper compliqué. Hyper compliqué, puisqu'ils ont un droit de circulation en Europe, mais pas d'installation. Et donc leur droit au séjour est très pareil, avec de multiples sous-catégories très difficiles à décrypter. Et donc, on ne sait pas du tout comment l'assurance maladie va traiter de cette question. Et on attend un texte d'application qu'on nous promet depuis longtemps, mais qui n'est toujours pas sorti. Un texte, une instruction, en fait. Ces 2 premières mesures ont été d'application immédiate depuis début 2020, mais avec la crise, on n'en a pas vraiment, c'est difficile d'en décrypter les effets pour l'instant. Ensuite, les 3 prochaines mesures dont je vais vous parler ont été mises en œuvre par un décret d'application sorti le 30 octobre 2020, c'est-à-dire le jour même du 2e confinement, donc ce qui a provoqué un tollé dans le milieu associatif et parmi les professionnels de santé. Donc, parmi ces mesures, 3e mesure, l'instauration d'un délai de carence de 9 mois avant l'accès au panier de soins complet de l'AME. Donc, les personnes devront maintenant attendre 9 mois avant d'avoir accès à certains soins, dont des soins de kinésithérapie, dont des prothèses de genoux, d'épaule, enfin bref. Et pour obtenir ces soins avant les 9 mois, il faudra que les hospitaliers, les personnels hospitaliers déjà débordés, fassent une demande d'entente préalable à la sécurité sociale qui pourra ou non l'accepter. Donc ça, là aussi, ça renforce la complexité, la suspicion et la lourdeur pour les professionnels. Et en fait, probablement en pratique, ils ne les demanderont pas. La 4e mesure, c'est l'obligation du dépôt physique en caisse primaire d'assurance par tous les primo-demandeurs d'AME, donc qui est justifiée effectivement toujours dans cette logique de contrôle et de policiarisation, comme je reprends le terme de Nicolas, donc elle a été justifiée par la nécessité de vérifier l'identité des personnes qui demandent l'AME. Et avec cette réforme aussi, les caisses sont aussi enrôlées dans le contrôle de l'identité et par ailleurs du séjour en ayant accès à un logiciel qui s'appelle Visabio pour contrôler si les personnes ont un visa ou non, pour voir s'ils ont ou non droit à l'AME. Voilà, et tout ça complexifie et enrôle les caisses dans un travail auquel, jusqu'à il y a quelques années, ce n'était pas leur mission de faire ce contrôle de police des étrangers, en fait. Je reviendrai à cette mesure parce qu'elle s'applique, en fait, son application a été repoussée avec les confinements par 2 fois et elle s'applique là juste depuis le 2 juin avec la fin de l'état d'urgence sanitaire, et on est très inquiet sur ce qu'on voit apparaître et sur ses conséquences, et notamment avec tous les enjeux liés à la dématérialisation déjà observés sur les préfectures. La 5e mesure, c'est la réduction de la période du maintien de droit. Alors, c'est peut-être la plus compliquée à comprendre, mais je ne vais pas rentrer dans les détails. Mais c'est aussi, selon Lucie, celle qui aura probablement le plus d'impact, puisqu'elle concerne tous les étrangers qui perdent un titre de séjour. Et on a vu avec l'intervention précédente qu'ils étaient vraiment nombreux. Et de façon, pour beaucoup, pas justifiée, en fait. Donc,
jusqu'à présent, les personnes avaient droit, donc, comme tout le monde, à un maintien de droit après l'expiration de leur titre de séjour, avaient donc un maintien de droit d'1 an après l'expiration du titre. Et maintenant, ce délai est réduit à 9 mois. Et le décret a sorti du chapeau une nouvelle mesure qui est, donc a encore durci encore plus cette mesure finalement, qui est ce délai est restreint à 2 mois seulement pour les personnes ayant une OQTF dite définitive. Alors, je ne suis pas juriste, mais l'OQTF, en fait, on peut aussi interpréter en droit, on ne peut pas parler d'OQTF définitive, donc ça aussi c'est sujet à l'interprétation, et donc ça va être aussi un facteur de complexité, de confusion, de flou et d'arbitraire en fait dans son application. Alors, la mise en œuvre, donc en fait, je vous disais, l'application de cette réforme a été en partie suspendue par le Covid, puisque pendant le premier confinement, donc, comme vous le savez, la plupart des services publics ont fermé très brutalement. Bon, état de sidération, et encore plus, et donc l'accès aux droits, y compris à leurs revenus, par exemple, pour les personnes prenant leur prestation d'aide sociale à la banque postale. Les conséquences ont été encore pires pour les personnes en grande précarité. Et donc, au niveau spécifique de l'accès aux droits de santé, il y a quand même eu dans cette période des mesures facilitatrices qui ont été prises au niveau national, soit en droit, soit en pratique en termes d'organisation par la Caisse nationale d'assurance maladie. Donc en droit, c'était la prolongation de certains titres de séjour, enfin des titres de séjour en fonction de 3 mois à 6 mois, la prolongation des droits AME et complémentaires santé qui ont été aussi renouvelés par 2 fois en fait, à chaque confinement. Et en organisation, c'était des mesures pratiques, mais qui ont vraiment d'envoi de dossiers par mail, par exemple, d'adresse générique mail, ou d'attestation papier pour prouver que les personnes avaient l'aide médicale d'État, alors qu'ils ne pouvaient pas avoir leur carte AME, qu'ils ne pouvaient pas retirer dans les structures de domiciliation, ou qui ont arrêté d'être éditées, en fait, tout simplement. Donc ça a quand même été ça a permis une réelle simplification, ça a permis quand même de faire face à la fermeture des caisses, mais bien sûr, ça a été très inégalement réparti selon les territoires, selon les caisses, et on a quand même constaté de façon générale un plus grand isolement des personnes, des plus grosses difficultés et délais d'accès aux droits, de façon générale dans ce qu'on a pu synthétiser au niveau national, et puis des découragements et du non-recours accru. Dans la période de déconfinement, donc de mai à octobre 2020, donc là, on a vu, donc il y a eu une certaine réouverture des services publics, mais pas du tout totale, et très inégale aussi selon les territoires. Et donc dans cette période, on a vu un report des personnes et du travail d'accueil et d'accompagnement sur les structures associatives et sur les PASS. Et beaucoup de démarches finalement n'ont repris que sur rendez-vous. Et donc là, on est très inquiet en fait qu'il se passe la même chose avec les caisses primaires d'assurance maladie que ce qui est observé sur les préfectures en termes d'offres de rendez-vous. Les caisses allant devant maintenant en fait recevoir tous les primo-demandeurs d'AME. Mais le problème, c'est que si ces solutions numériques, en fait, donc là, adoptées pendant le premier confinement, étaient très utiles, elles ont aussi des limites et qu'elles ne peuvent être la seule solution. Et pourtant, elles semblent vraiment s'imposer et se généraliser assez massivement. Rapidement, le deuxième confinement, donc du 30 octobre au 15 décembre, après j'arrête un peu la chronologie, mais donc je vous l'ai dit, sortie du dernier décret d'application en fait, le 30 octobre, donc le jour même du déconfinement. Et donc là, on voit qu'on est en pleine, dans cette période où il y a une pleine reprise des restrictions, finalement, le gouvernement est très réticent à remettre en place des mesures facilitatrice, et au contraire prouve vraiment sa volonté, sa volonté pure et dure d'appliquer la réforme de fin 2019.
Et donc, finalement, c'est vraiment à force de pression de divers acteurs institutionnels, associatifs, professionnels de santé, dont beaucoup les hospitaliers et les coordinations régionales des PASS, qui sont très impactés. C'est sous ces diverses pressions qu'au dernier moment, l'État accepte de reprolonger les droits sécu, enfin AME et complémentaires, et de reporter encore l'obligation du dépôt en caisse. Aujourd'hui, on y est en quelque sorte. L'application de cette réforme repart un peu dans son entièreté. C'est encore un peu difficile de mesurer, mais on est quand même très inquiet, puisque ce qu'on voit, c'est que les mesures facilitatrices qui avaient été adoptées, donc c'est possible, elles ne sont pas pérennisées. Que beaucoup d'administrations n'ont pas encore réouvert vraiment leur accueil au public, et notamment leur accueil sans rendez-vous. Et donc, c'est très compliqué pour les personnes elles-mêmes et pour les travailleurs sociaux qui les accompagnent. Que toujours, il y a des délais consistants pour l'ouverture des droits, et que donc, on voit vraiment un problème d'accès aux caisses. Je suis trop longue, Albertine, c'est ça? Oui. Ouais. Oui. Je vais juste dire un mot sur la complexité dans nos craintes. C'est vraiment sur la complexification du système. On voit vraiment une hyper complexification, et même les professionnels ne s'en sortent plus. Et donc, comment accompagner les personnes et dans les gros enjeux, on voit aussi la dématérialisation donc, et l'impact sur les finances hospitalières. Les personnes sans droit étant prises en charge à l'hôpital, étant financées, si on peut dire, par de la production de déficits hospitaliers. D'accord. Voilà. Et donc, pour toutes ces raisons, on défend encore plus l'intégration des bénéficiaires de l'AME dans la sécurité sociale. Exactement. Merci. Merci Delphine. Désolée, je suis obligée de couper parce qu'il faut quand même laisser du temps aux participants s'ils ont des questions à poser. Voilà. Donc là, j'en vois une. Comment se fait-il que certains hôpitaux ne mettent pas en place de prise en charge dans le cadre de la procédure soins urgents au motif qu'ils n'ont pas de passe? Donc, c'est des hôpitaux qui n'ont pas de passe, en fait, donc ils ne mettent pas du tout en place la prise en charge, justement. Alors, en principe, ce sont deux choses complètement séparées. Donc, même les hôpitaux qui n'ont pas de passe, déjà, il y a un service social hospitalier. En général, ils sont pas forcément très étoffés, mais il y a quand même des assistantes sociales. Et le dispositif pour les soins urgents et vitaux en droit, peut tout à fait être activé par d'autres professionnels hospitaliers que les professionnels des passes. Après, c'est sûr que ce n'est pas forcément un dispositif qui est facile à activer, que là aussi, c'est compliqué, c'est-à-dire que les caisses demandent, il faut faire une demande d'AME d'abord, il faut avoir un refus d'AME avant de pouvoir activer le fonds pour les soins urgents et vitaux. Donc, ça peut être une raison pour laquelle ce n'est pas fait. C'est aussi un budget national qui est défini, donc peut-être qu'il y a des réticences à l'activer. Ok. Très bien. On avait... Ah oui, donc c'est oui, c'est la même chose. Hein. Ok, oui. On a vu des services hospitaliers refuser, cela est refusé, la délivrance, pardon, d'antirétroviraux, mais la personne n'avait pas demandé l'AME parce qu'elle n'y avait pas encore droit. Voilà, donc quand la personne n'a pas encore justement droit à l'AME, elle a droit à rien en fait. Pas de traitement antirétroviraux. Ouais, ce que je peux répondre, c'est que le fait de ne pas avoir de droit, en fait, nous, on a constaté, on a fait une enquête qualitative auprès de 3 passes, mais ça a été un gros travail avec beaucoup d'entretiens de personnel hospitalier dans 3 hôpitaux. Et il ressort très nettement que quand les personnes n'ont pas de droit ouvrable, ça peut être un facteur de refus de soins à l'hôpital, parce que la pression gestionnaire s'accentue à l'hôpital et que ça devrait pas l'être, mais ça peut être un facteur de refus ou de report de soins.
de soins réduits, de soins restrictifs, pour des raisons, en fait, pour un mix de raisons budgétaires et parfois de suspicion, de réaction aussi inhospitalière de certains soignants. Voilà, sachant que toutes ces réformes-là, basées sur, enfin, comment dire, qui se légitiment par la fraude et la suspicion et la fraude massive, soi-disant, des étrangers, elles légitiment des attitudes de suspicion et d'inhospitalité de la part de professionnels à l'hôpital, quoi. Mais il me semble que les PASS ont un budget. Bon, c'est pas très, très important, hein, je dis en connaissance de cause, pour justement délivrer, par exemple, des antirétroviraux ou bien des traitements d'urgence si vraiment ça nécessite vraiment une prise en charge médicale tout de suite, non, je pense. Oui, oui, tout à fait. Normalement, les PASS doivent prendre en charge les traitements des personnes sans droit. Mais en fait, après, c'est une histoire de tambouille financière des hôpitaux, c'est-à-dire que les PASS ou les travailleurs sociaux à l'hôpital font le travail d'aide à l'ouverture de droits des personnes, parce qu'une fois que les droits sont... Elles peuvent avancer, si tu veux, l'argent du traitement pour les personnes pendant la période d'ouverture des droits, mais si une fois que les droits sont ouverts, finalement, c'est l'assurance maladie qui paye, soit au titre de la Sécu, soit au titre de l'AME, selon le cas. Et pas l'hôpital, enfin, ou pas la personne. Et, parce qu'il y a 3 payeurs, c'est soit l'assurance maladie, soit la personne, soit l'hôpital. Donc, et ça continue toujours, il y a quand même une certaine discrimination aussi. C'est pas pour attaquer enfin, certains médecins de ville, bien spécialistes, qui n'acceptent pas justement de prendre en charge les personnes enfin, les bénéficiaires de l'AME. Est-ce que vous avez sur remarqué les refus de soins en ville des bénéficiaires de l'AME? de l'AME oui, de certains soins des spécialistes parce que les personnes n'ont que l'AME, il paraît. Oui, oui, oui. En fait, le problème, oui, oui, on en voit. Enfin, nous, on en constate. Enfin, nous, on n'arrive pas à les documenter, en fait. Il y a d'autres acteurs qui arrivent mieux à les documenter que nous, il y a un observatoire d'ailleurs, je pense que ça peut être accessible à tout le monde, qui est fait par la Fédération des acteurs de la solidarité, justement pour documenter les refus de soins Sécu, CSS et AME. Mais par contre, il n'y a pas eu d'enquête. Il y a eu une enquête sur les refus de soins AME, il y a eu une enquête Médecins du Monde, mais il y a très longtemps. Et là, la récente étude du défenseur des droits portait que sur la sécurité sociale et la CMU, la CMUC. Et par contre, il semble que le défenseur des droits va faire une enquête spécifique sur les refus de soins AME bientôt. Donc ça, on est content parce que du coup, c'est un problème qui est assez invisible en fait. Mais même dans les hôpitaux, donc les bénéficiaires de l'AME ne bénéficient pas de tous les soins non plus. Est-ce que c'est vrai? Certains actes, en fait, ne sont pas pris en charge. Alors, dans les hôpitaux, je ne sais pas, mais oui, le panier de soins des personnes qui ont l'AME est un peu réduit. Alors, j'ai plus tout en tête, mais c'est surtout au niveau du dentaire, optique, kiné, où il n'y a pas le même niveau de panier de soins. Très bien. Et merci. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Alors, aujourd'hui, faut-il faire sa demande d'AME à l'hôpital pour que ça marche mieux ou pas? Alors, c'est une bonne question. C'est-à-dire, c'est vrai que là, aujourd'hui, pour être vraiment aidé, je ne sais pas quoi répondre à cette question parce que oui, pourquoi pas. En tout cas, les permanences d'accès aux soins de santé ont toujours le droit, si on peut dire, de recevoir les personnes qui font une demande d'AME pour la première fois et de les aider à monter leur dossier. Et donc après, elles pourront traiter leur dossier directement avec la caisse. Mais elles ne pourront pas assurer non plus tout le... Oui, tous les soins. et puis, il faut être suivi à l'hôpital surtout. Il faut être suivi à l'hôpital.
elles vont sans doute pas accueillir tout le monde, quoi. Ça dépend des endroits, en fait. Ça dépend de leur capacité d'accueil. Mhm. Alors, j'ai une... justement... Donc, je crois que c'est une contribution. Donc, pour obtenir des ARV de façon urgente, certaines associations passent aussi directement par les SMIT, donc c'est le service de maladies infectieuses et tropicales, grâce au lien avec les médecins hospitaliers. C'est vrai. Je peux confirmer ça. On a, oui, certains médecins, justement, qui se débrouillent, justement, pour délivrer, en fait, hein, en attendant, en fait, hein, l'ouverture des droits. Et ça, c'est, ouais. Mais c'est vrai que les traitements, nous, on se bagarre hein, pour que ça reste dans les budgets des passes officiellement, parce qu'il y a comme il y a de plus en plus de traitements coûteux, tous les nouveaux traitements cancer, etc., entre autres, mais toutes les molécules onéreuses, il y a parfois le ministère commence à dire non, les passes, le budget passe doit couvrir uniquement les frais de personnel. Donc c'est une bagarre en fait. C'est toujours, on a l'impression qu'il faut ouais. Il faut se battre en fait. OK. Bon, alors donc oui, dernière question, et puis après je vais conclure. On voit, on voit bien la logique de suspicion dans ce que décrit Nicolas Closer, mais l'accès aux soins, et notamment aux antirétroviraux, est tout de même en croissance. Ne devient-il pas difficile de défendre le droit du séjour en France pour le VIH pour certaines nationalités? Je ne sais pas si ou Nicolas veut répondre. Oui, alors si je comprends bien la question, c'est qu'il y a des traitements qui existent pour de plus en plus de pathologies dans les pays en développement et que c'est donc compliqué de défendre pour ces nationalités et ces personnes-là. Alors effectivement, après, ça dépend tout simplement du standard médical qu'on retient et est-ce que la notion de perte de chance médicale fait partie ou non des conditions. Et perte de chance médicale, c'est ce qu'on évoquait initialement avec le fait que, certes, un traitement médical existe, mais il est de moindre qualité parce que la personne aura plus d'effets secondaires, parce que voilà. C'est quelque chose qu'on retrouve particulièrement pour les pathologies psychiatriques et c'est toutes les stratégies des préfectures visent justement à démontrer que tous ces traitements de substitution en fait sont aussi efficaces que celles dispensées en France. Donc voilà, tout dépend du standard médical que l'on retient. Très bien, OK. En tout cas, je vous remercie hein, pour votre participation à cette session. Je remercie les spectateurs ou bien justement les participants virtuels. On espère que la prochaine convention se fera en présentiel parce que ça nous manque. Et en tout cas, merci à Sidaction hein, d'avoir quand même organisé, malgré ce contexte sanitaire un peu difficile, ça nous permet quand même justement d'échanger de manière virtuelle. Et donc, moi, ce que j'ai envie de dire en conclusion, c'est que la France est un pays de droits de l'homme et que le principe de non-discrimination fait partie de ses droits fondamentaux. Et donc, aujourd'hui, malheureusement, les lourdeurs administratives, hein, comme l'a dit Vanessa, vous avez très bien expliqué ça, font que justement, ces lourdeurs et puis, vont impacter la prévention. Et malheureusement, si on ne veille pas justement à ces obstacles, enfin, à lever ces obstacles, eh bien, ça va impacter négativement la prévention et voire la lutte contre le VIH, SIDA, surtout dans ce contexte de COVID où on a tendance à oublier le VIH. Donc, nous devons reprendre la main pour justement veiller à ce que ce combat continue. Et si on veut atteindre justement les 3,95, justement, recommandés par l'ONU-SIDA ou bien même par le ministère français de Santé, où nous devons atteindre les 3,95 d'ici à 2030, si les droits des étrangers en fait, sont bafoués, ou bien même des malades en, fait, en général sont bafoués, eh bien, on aura du mal à atteindre les 3,95. Donc, en tout cas, merci pour votre participation. Et puis, j'espère qu'on aura justement vos bibliographies hein, sur le site. On pourra les lire, les thèses, et puis on ira sur le site de JITSI et puis de Médecins du Monde. Donc, en tout cas, je vous remercie beaucoup.
pour Merci votre à vous. participation et puis à très bientôt. Merci à vous. Merci. Merci. Merci Au pour revoir. l'invitation. Au revoir. Merci, ouais. Au revoir. Merci. Merci.